Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est bien rangé chez vous? Ça l'est, plus ou moins. Place au journal des médias maintenant. Qu'est-ce que vous avez au sommaire bien rangé ce matin? Des histoires de gros sous avec ceux qui en donnent et ceux qui en manquent. RMC qui arrête la matinale de Jean-Jacques Bourdin et Dominique Rizet qui vient nous chuchoter à l'oreille des horreurs. On commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? Eh bien, comme chaque mercredi soir, TF1 et M6 se disputent la première place. TF1 leader en termes de nombre de téléspectateurs avec sa série médicale de Résidente. 4 millions de téléspectateurs, 16,1% de part d'audience. M6 leader en termes de part de marché avec Top Chef, 3 millions 8 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. À noter que c'est le deuxième meilleur score de la saison pour Top Chef sur M6. Et France 2 juste derrière qui talonne les deux chaînes privées avec un score plus qu'honorable pour son téléfilm Peur sur la base, 3,4 millions de téléspectateurs, 14,1% de part d'audience. Culture Média. Et Martin, on commence ce journal des médias avec un scoop, une info que vous nous révélez ce matin en exclusivité, le prix qu'a finalement accepté de payer Canal+ à la Ligue nationale de rugby alors que la compétition s'est interrompue. Eh bien c'est simple, tout Canal+ est passé à la caisse et a versé tout ce qui lui restait à payer à la Ligue nationale de rugby. Suspense, on vous révèle le chiffre exact dans quelques instants. Joris Juran qui marque le premier essai avec un Enzo Hervé aussi qui a été très précieux dans le jeu offensif de cette équipe de Brive, et Joris Juran qui marque le deuxième essai juste avant le retour au vestiaire. Pour diffuser le top 14 et la D2, Canal+ débourse chaque année 100 millions d'euros. En février dernier, Canal+ s'apprête à verser les 15 derniers millions d'euros de l'année qu'elle doit à la Ligue nationale de rugby. Sauf qu'en quelques jours, forcément, la France est confinée et les matchs sont interrompus. Ce matin, nous pouvons vous révéler que malgré tout, Canal+ va bien payer cette quinzaine de millions d'euros restants. La chaîne avait pourtant fait un choix inverse avec le foot, en ne versant qu'une partie des droits télé restants. On s'en souvient. Alors vous allez me dire pourquoi une telle différence. Voilà ce que nous dit une source proche du dossier. Les négociations n'ont même pas été si difficiles que ça. Une autre source nous explique, tant mieux pour le rugby. 15 millions, c'est énorme pour un sport comme ça, alors que ce n'est pas tant d'argent que ça pour Canal. En coulisses, on explique que la chaîne cryptée a voulu remercier la Ligue nationale de rugby qui lui a toujours été fidèle depuis 2 décennies, rien que ça. À l'inverse, Canal+ est toujours très rancunière envers la Ligue de foot qui n'a de cesse de faire monter les enchères entre différentes chaînes de télé, comme quoi la fidélité, ça paye. On continue avec du sport et beIN Sport qui refuse toujours d'en dire davantage sur son plan social. Depuis plusieurs jours à l'antenne, personne ne faisait figure de rien. À chaque fois, j'ai des frissons. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir. On est en direct, comme tous les jours, dorénavant, sur beIN Sport. Comme d'habitude, finalement, 12h45, on revient, vous le savez, cette semaine, sur les finales 2013. Au programme, aujourd'hui, les matchs 4 et 5. Le casting a changé. Nous étions avec Rémi et Chris. Voici le retour du chef Xavier Vaution et le retour d'Éric Micou. Des animateurs et consultants qui ne boudent pas leur plaisir, très heureux de se retrouver en direct après plusieurs semaines d'absence à cause du coronavirus. Mais seront-ils encore présents dans quelques jours? Selon nos informations, 12 CDI sont menacés. Il s'agit de 5 commentateurs, 5 reporters, un chef d'édition et un présentateur. 8 CDD également ne seront pas renouvelés. Il y aura des discussions tout l'été pour savoir qui part, qui reste. La direction de beIN refuse toujours de s'épancher publiquement et se limite à quelques lignes dans un communiqué. La chaîne y reconnaît des fortes tensions sur le marché du sport, elle qui pour la première fois depuis 8 ans ne diffusera pas de Ligue 1 l'année prochaine. Cette réaction à minima du groupe beIN intervient quelques heures seulement après l'arrivée de la chaîne Téléfoot en France à la rentrée, avec les plus belles affiches de première division sur Téléfoot. Sur notre antenne hier, le directeur général de Téléfoot s'est d'ailleurs dit prêt à reprendre une partie des journalistes de beIN. J'imagine qu'il y a son 06 qui va chauffer. Arte France change de présidence. Et Philippe, si vous voulez postuler, vous avez encore 11 jours pour être candidat. Non, dans ce jour, on sera à l'antenne. Donc Véronique, elle, à la présidente actuelle, doit laisser son poste à un plus jeune, justement, Philippe. Une. À 70 ans, oui, à 70 ans, elle a dépassé la limite d'âge fixée par la chaîne. Ne vous inquiétez pas, si vous postulez, aucune candidature ne sera rendue publique. La sélection sera réalisée par 3 personnalités liées à la chaîne, par un représentant des salariés et par un représentant de l'État. D'une chaîne, disons-le, ennuyeuse et pompeuse, Véronique, elle a réussi en quelques années à la repositionner sur la télé, mais aussi sur le numérique, avec un ton toujours intelligent, décoincé, parfois décalé, lui permettant d'enchaîner les records d'audience.
En multipliant par exemple les soirées consacrées au cinéma d'auteur, la chaîne franco-allemande réussit très régulièrement à dépasser le million de téléspectateurs. Une petite révolution, on ne s'y attendait pas du tout chez nos confrères de RMC. Jean-Jacques Bourdin lâche la main. On ne s'y attendait pas, surtout que cela faisait 19 ans que Jean-Jacques Bourdin réveillait les Français sur RMC dès 6h du matin avec Bourdin Direct. Cette fois, c'est fini, c'est le Parisien qui donne l'info ce matin dans ses colonnes. Celui qui aura 71 ans dans 10 jours semble être victime de la volonté de la station de rajeunir son antenne et de lui donner un nouvel élan après des sondages jugés décevants. Homme de radio dont il vante la proximité, Jean-Jacques Bourdin est devenu au fil des années un homme de télé. Sa matinale radio est diffusée avec un franc succès sur la chaîne RMC Découverte. Écoutez bien, RMC Découverte est 3e chaîne nationale le matin, juste derrière France 2 et sa grande sœur BFM. Une prouesse, alors que RMC Découverte était en avril à la 10e place en moyenne. Il y a des gens qui ne l'ont encore pas découverte, elle est sur la TNT, il faut aller jusqu'au canal 24. Mais Jean-Jacques Bourdin reste, dites-vous, dans le groupe BFM RMC. Exactement, parce que l'élection présidentielle approche. Et Bourdin conserve son interview de 8h30 à 9h, diffusée à la fois sur BFM TV et sur RMC. À ce moment-là, BFM TV est bien souvent première chaîne de France avec des audiences records autour de 25%. C'est bien souvent chez Bourdin et chez BFM TV que les politiques font leur rentrée. Hier, c'est par exemple chez lui que Agnès Buzyn est venue se relancer pour Paris. Un style cash pour celui qui se présente comme un homme libre avec un micro devant lui inspiré de celui des crooners et des questions-réponses, dit-il, les yeux dans les yeux. En 2007, avec son rendez-vous, il permettait ainsi à BFM TV, 2 ans d'existence seulement, d'être la seule chaîne info à recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle. Il s'amusait notamment, rappelez-vous, à demander aux candidats combien coûtait une baguette de pain ou un ticket de métro. Je ne sais pas si vous savez le prix d'un ticket de métro. Non, parce que je prends jamais le métro. 1,60 €. Pour remplacer Jean-Jacques Bourdin, c'est Apolline de Malherbe, nous rapporte le Parisien, qui tient la corde. L'ancienne correspondante de BFM TV à Washington, en charge actuellement de l'émission politique de la chaîne le dimanche, est aussi sa joker pendant les vacances. À 40 ans, elle permettrait de féminiser l'antenne d'une station parfois considérée comme trop masculine, voire machiste. En revanche, la baguette, c'est de 95 centimes à 1,30 €, je vous le dis, puisque j'en achète. On reste dans le groupe Next Radio avec BFM TV qui continue de lancer de nouveaux podcasts. Chez BFM, on a longtemps regardé les podcasts avec un œil circonspect, jugeant la place déjà prise par d'autres ou bien pas assez rentable. Mais depuis quelques semaines, comme TF1 d'ailleurs, la chaîne info multiplie les lancements sur son site bfmtv.com. On citera notamment Les Dents et Dodo, un podcast qui chaque soir résume l'actu aux enfants. Le dernier né de ces podcasts, c'est L'Instant Où, raconté par le génialissime Dominique Rizet. Pour cette première, la star de la chaîne qui enchaîne les scoops à chaque affaire criminelle est retournée chez les parents d'Alexia Daval. Alexia Daval, rappelez-vous, c'est cette joggeuse étranglée par son mari en octobre 2017. C'est très très vite monté. Et Jonathan raconte qu'il a étranglé Alexia à main nue pendant 5 minutes. C'est long, 5 minutes. Les légistes, eux, disent qu'elle a perdu connaissance au bout d'1 minute. Et bien évidemment, ça écarte totalement la thèse de l'accident. Jonathan dit, lui, j'avais pas conscience. Le lendemain matin de la raclette, Jean-Pierre ouvre son bar comme d'habitude. Ou presque. Il a un peu de retard parce qu'ils se sont couchés tard. Donc, au lieu d'ouvrir à 6h, il ouvre à 6h30. Il y a d'ailleurs, il s'en souvient, des clients devant la porte qui sont pas très contents de le voir arriver à 6h30. Mais la matinée se déroule normalement. Jonathan vient boire un café dans le bar de son beau-père. Alors moi, Jonathan, il est passé me voir le matin, boire un café, comme il faisait de temps en temps. Dominique Rizet avoue qu'il ne savait pas trop ce qu'était un podcast, ni comment ça marchait quand la chaîne lui a proposé. Il s'est bien rattrapé. On lui a demandé qu'est-ce que ça change un podcast par rapport à BFM. Il n'y a pas le regard de la caméra, bien évidemment, comme à la télé. Et ça change énormément de choses parce que nos témoins, ceux qu'on est allés rencontrer, sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus naturels, moins dans le souci du paraître ou de l'image qu'ils vont rendre. Ils sont vraiment dans une conversation avec moi, où on se regarde dans les yeux. Et là, on est assis, eux, les parents d'Alexia, et moi, en face, et dans leur maison. Et bien évidemment, ça prête aux confidences, parce que cette maison, leur fille Alexia l'a habitée avec eux, leur gendre Jonathan Daval l'a habité aussi.
eux me disent, ils venaient nous voir quand Alexia avait disparu, quand on a retrouvé son corps après donc sa mort, et il s'allongeait là dans ce canapé où vous êtes assis et il pleurait là tous les soirs. Et on peut vous révéler en avant-première que le 3e numéro de ce podcast reviendra sur l'affaire Hamida Djandoubi. C'est le dernier homme à avoir été condamné à mort en France. Dominique Rizet a rencontré celle qu'il avait torturée pendant des jours. Elle n'avait jamais parlé. Son fils n'a d'ailleurs appris l'histoire de sa mère que très récemment. Merci beaucoup Martin Cangelosi. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.